terrorisme du mensonge dure depuis 79 ans. Il faut que ça cesse. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout révéler, au monde entier. Cette révélation va complètement bouleverser l'ordre mondial. Si vous faites ça, ce sera irréversible. Et voilà, et on commence donc avec le poids lourd de ce mercredi de sortie cinéma, Disclosure Day, le nouveau Steven Spielberg, qui revient à ses premières amours, la rencontre humain-extraterrestre. Le réalisateur américain le dit lui-même d'ailleurs, ce film clôt une trilogie avec Rencontre du troisième type, sorti en 77, et E.T., sorti en 82. De là à dire que c'est un film que les moins de 20 ans, blablabla, vous allez me le dire, chers critiques. Pour ce qui est de l'intrigue, elle soulève une question qui hante Spielberg depuis des décennies. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Et il répond par l'affirmative. Un lanceur d'alerte et une présentatrice météo vont tout faire pour révéler la vérité. Une vérité où l'alien, l'étranger donc, est victime de l'humanité. Adrien Desnouettes. Je trouve que c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il a l'air de ressembler à beaucoup de Spielberg, et d'ailleurs c'est un peu le cas, on y reviendra tout à l'heure avec Muriel, mais je trouve que c'est un peu un Spielberg un peu à part, parce que moi je n'ai absolument rien ressenti, et je trouve même que le film ne décolle jamais. Et on sait que ça fait à peu près 15 ans que Spielberg ne cherche plus forcément à faire des performances au box-office, et même qu'il ne recherche plus forcément le spectaculaire, au sens où on l'associe à son cinéma. Mais là, au point de ne plus ressentir rien du tout, ça pose quand même problème. Et ça pose problème parce qu'en fait, le film ne cesse de réclamer cette émotion, en fait, jusqu'au bout et surtout à la fin. Alors, on va pas éventer grand-chose, mais jusqu'à la fin, il y a une espèce de montée comme ça, presque en mendicité, où on ne cesse de me réclamer cette émotion. Et c'est à ce moment-là que le film cesse d'être anecdotique pour devenir, à mes yeux, presque pathétique. J'ai l'impression que Spielberg a perdu une espèce d'étincelle, et ce qui est d'autant plus surprenant que les 2 derniers, et voire même ces 15 dernières années de Spielberg, je les avais trouvées très intéressantes. Donc je suis un peu déçu quand même. Muriel Joudet. Oui, moi je pense, une grande fan de Spielberg et je rejoins Adrien sur le fait que c'est le cinéaste devant lequel on peut ressentir le plus de choses possibles et notamment la question de la croyance se pose jamais devant un Spielberg. Et là, en fait, on a un film qui parle de croyance, vraiment c'est le thème du film, croyance au sens religieux, croyance pour les extraterrestres. Et c'est le film auquel on croit le moins. Moi, je vois plein d'influences, certaines néfastes, d'autres assez salutaires. La première, en fait, le film commence hyper bien. Je trouve la première scène, qui est le début sur un match de catch, comme ça, on commence vraiment au milieu de l'action. Je me suis dit, ah ouais, non, mais voilà, j'ai retrouvé mon Spielberg. Je me suis dit, parce que c'est quand même un des rares de cette génération-là, du nouvel Hollywood, avec Scorsese, qui arrive encore à faire du cinéma, qui a une sorte de jeunesse dans la mise en scène permanente. Moi, je trouve qu'il y a des mouvements de caméra chez lui. Même dans ce film-là, il y a 2-3 scènes où je me dis, c'est un des plus grands metteurs en scène vivants. Et je vois l'influence là vraiment, et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait dans ses précédents films, c'est un peu des exercices de style. Donc il s'est mesuré notamment à West Side Story, il s'est mesuré aux Hommes du Président. Et là, je vois l'influence des films d'espionnage d'Hitchcock, du mi-temps des années 30, donc Jeune et innocent, Sabotage, Agent secret. C'est vraiment ce qu'il essaye de faire avec cette idée d'un couple comme ça, pourchassé, et qui traverse des décors. Donc moi, tout de suite, ça m'a galvanisé. Puis le film ne cesse de muter. Et je trouve qu'il mute dans une mauvaise direction. Et on sent l'influence. Je sens que lui et son scénariste David Koepp, qui avait écrit Jurassic Park, un volet d'Indiana Jones, le 4e, je crois, et La Guerre des Mondes, ils se sont, je trouve, décomplexés sur l'écriture, notamment parce que le film de super-héros est arrivé. Et donc, il y a des trucs dans le film qu'on doit gober. Notamment le personnage d'Emily Blunt, on doit gober beaucoup de choses avec un oiseau comment s'appelle l'oiseau, je connais pas les noms d'oiseaux, mais qui débarque et voilà, gilet rouge. C'est ça, elle commence à parler russe. Il y a aussi Colin Firth qu'on retrouve, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, cet acteur, j'étais contente de le retrouver, qui aussi arrive grâce à une sorte d'objet comme ça à entrer en télépathie, à contrôler l'esprit d'un personnage. C'est des choses comme ça qu'on nous impose, qui sont un peu lourdes, qu'on n'a jamais vues dans le cinéma de Spielberg, ces trucs de films Marvel, et qui se finissent par s'accumuler et qui créent vraiment un effet de décollement total. C'est-à-dire que moi, je suis comme Adrien, au bout d'un moment, j'y crois plus, je ne ressens plus rien, j'ai essayé de ressentir un maximum de choses et ça a vraiment pas fonctionné. Et on tombe vraiment sur le très mauvais côté de Spielberg qu'il a toujours réussi un peu à cacher, qui est une forme de nunucherie, de mièvrerie qui a toujours été là. Et même lui, il disait au Nouvel Hollywood, il y a les cinéastes adultes qui sont Scorsese, De Palma, Coppola, et puis il y a les enfants, c'est George Lucas et lui. Voilà. Adrien Desnouettes, est-ce que au moins ce début dont parle Muriel Joudet vous a un peu embarqué ou pas du tout dès le début? Oui, notamment cette ouverture qui est vraiment très surprenante, qui est pas
très surprenante parce qu'elle n'est pas du tout Spielbergienne. Spielberg, c'est quelqu'un qui est vraiment... peut-être que si on peut attribuer à quelqu'un le fait d'avoir imposer de nouvelles conventions du blockbuster et du grand spectacle hollywoodien, c'est lui. Et ça passait notamment par de très très belles scènes d'ouverture qui faisaient monter progressivement la tension. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, et c'est là que je vais m'accrocher au ressenti de Muriel, il ne faut pas oublier ce qui a fait en fait le génie de Spielberg dans ces années justement où il a redéfini complètement les codes du film d'extraterrestre. C'est un génie de petit garçon. En fait, le génie de Spielberg, et c'est exactement ce que vient de citer Muriel, qui est peut-être la Spielberg des critiques d'ailleurs, le génie de Spielberg, c'était d'assumer ses peurs de petit garçon. C'était profondément ça. Pour moi, il ne parle que de ça quasiment. Il ne parle que de ça, c'est-à-dire de filmer des choses qu'il aime, mais du point de vue de la peur de petit garçon pour ces choses qu'il aime. Et c'est ce qui fait que des films comme Rencontre du troisième type et E.T. étaient en fait constamment galvanisés, électrisés par une tension qui est celle de l'amour pour son sujet, et principalement pour ses personnages d'extraterrestres, mais aussi de la très grande peur que portait le regard de sa mise en scène. Or, dans un film comme celui-ci, qui est en fait une espèce de profession de foi, une grande prophétie en disant « Désormais, moi, Spielberg, bientôt 80 ans, je n'ai plus peur de rien ». C'est une espèce de foi inébranlable dans ce qu'il raconte et dans ses personnages. Et comme il nous emmène dans cette foi inébranlable et que tout le film est sur cette espèce de croyance et de grande foi inébranlable et je n'ai plus peur de rien, en fait, le petit garçon et presque sa virtuosité et son génie ont disparu. Donc, passer cette ouverture-là qui me surprend, mais qui en fait n'est pas vraiment suivie de fait dans la mise en scène, je trouve que le film ne décolle pas et je trouve surtout que, en fait, on se retrouve avec un film de Spielberg qui met en place tous ces effets de mise en scène, c'est-à-dire la suggestivité très forte, la recherche de sidération, la recherche de l'émotion, mais qui n'est plus que dans la recherche, parce qu'il n'y a plus la tension. Je vois que Spielberg n'a plus peur de son sujet. Et ça se traduit aussi par le rapport qu'il a à son propre sujet, c'est-à-dire à ses monstres. Le cinéma de Spielberg, c'est d'abord un cinéma qui naît dans les monstres. Alors un camion, un requin, des extraterrestres. Mais en fait, le film est complètement vidé de cette présence-là, et c'est d'ailleurs tout son enjeu, c'est de se dire, mais maintenant qu'à la suite du numérique, dont il est partiellement responsable, je veux dire, Jurassic Park lance le numérique et la profusion de monstres. Maintenant que les monstres n'ont plus de visage, maintenant qu'on connaît toutes les formes d'extraterrestres possibles et que l'alien, le xénomorphe, tout ce que vous voulez a été refait et refait 1000 fois, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne au monstre originel de Roswell. Bon, pourquoi pas ? Je n'invente pas grand-chose, c'est montré dans la bande-annonce, tout le monde le sait, tout ça. Mais en fait, derrière ce truc, il y a quand même, je trouve, un aveu d'échec dans le renouvellement de l'imagerie, dans le renouvellement de la peur. Et en fait, je trouve que le langage Spielbergien a complètement disparu. Donc, ok, on n'est plus dans le spectaculaire, ok, on n'est plus dans des recherches de performance au box-office, mais je ne sais plus exactement dans quoi on est. Et ce que je suis à peu près sûr de voir, c'est que le Spielberg adulte des deux précédents films, qui nous disait « Oui, j'ai mûri, mais je suis devenu un adulte, c'est-à-dire un homme du passé », essaie ici de me dire « Non, je reste un homme du présent. Regardez, je parle du contemporain. Regardez, je parle du complotisme. » Et d'ailleurs, il a un rapport assez bienveillant envers ce complotisme. En fait, il a une espèce de rapport désacralisé à la peur du complotisme. Mais il a plus peur de rien. Donc en fait, si j'ai plus peur de rien, j'ai plus aucune nourriture Spielbergienne là-dedans. Et c'est vraiment le spectateur des films de Spielberg qui parle. C'est-à-dire que E.T. m'a toujours mis dans un grand inconfort parce qu'au fond, je sentais qu'il y avait quelque chose d'une attraction et d'une répulsion, mais qui relevait presque de la xénophobie envers les aliens. Mais c'est pas du tout ça qu'il essaye d'aborder avec celui-là. Si, je pense que Spielberg s'était excusé par rapport aux Dents de la Mer parce que ça a créé toute une défiance à l'égard des requins et il y a beaucoup de requins qui ont été tués à cause de lui. Donc il s'était excusé. Donc là, il y a une sorte d'inversion de son cinéma où voilà, à la fois il s'excuse pour les requins, puis il s'excuse aussi pour... Même si Rencontre du troisième type produit une figure d'extraterrestre bienveillante, moi c'est pas ce que je préfère de lui, mais c'est vrai que déjà on voit et on comprend que Emily Blunt et Josh O'Connor sont un peu les enfants d'E.T., du film E.T. qui ont grandi. Ça on le comprend dans la dernière partie qui est très très bizarre avec la scène de la chambre, des animaux. Là aussi les animaux sont très mal modélisés. Enfin, on a un cerf, voilà. C'est un peu compliqué, mais sur la question des extraterrestres, bon, déjà, moi, je trouve que l'extraterrestre, c'est un peu Emily Blunt dans le film. Enfin, moi, il y a quand même... Je voulais faire un encart sur les acteurs, mais... Non, mais il faut en parler parce qu'on a quand même... tout le cinéma de Spielberg tourne autour du visage et des gros plans. Et donc, on a vraiment beaucoup de gros plans sur le visage d'Emily Blunt qui a fait ce que font beaucoup d'actrices. Elle a fait des opérations de médecine esthétique. Et moi, ça m'a posé problème, parce que c'est la première fois que je vois ça chez Spielberg, et j'avais l'impression d'être dans le Diable s'habille en Prada 3, quoi. Et je trouve que ça pose problème, et je pense que n'importe quel spectateur qui verra le film verra que ça fait quand même écran à l'émotion. Surtout que moi, j'adore cette actrice. Voilà, bon, ça, c'est une parenthèse. Mais sur la question, c'est un ami qui m'a mis sur la piste, parce que je ne savais pas du tout, qui m'a dit, en fait, il y a tout des débats qui sont rouverts aux États-Unis sur la question de l'ufologie. Et c'est là où je trouve que le film, à mon avis, s'adresse beaucoup à un public américain. C'est-à-dire qu'il y a eu un bureau Pentagone en 2023, je crois, qui a été ouvert spécialement pour analyser les phénomènes aériens. Il y a Trump qui a promis d'être beaucoup plus transparent
transparent. Disclosure est le mot qui résume un peu l'ambiance aux États-Unis, c'est-à-dire et c'est ce dont parle le film, c'est-à-dire il faut ouvrir les dossiers, il faut rendre public tout ce qu'on sait sur les phénomènes aériens et les ovnis. Et donc ce contexte-là, moi je le connaissais pas avant qu'on m'en parle. Et je crois que le film, il faut avoir ça en tête, parce que le film réinvestit la question, parce qu'il y a un débat actuel aux États-Unis avec Trump. Et d'ailleurs, je trouve que le film a un truc très marqué, notamment on sent que c'est un film qui a été fait sous un mandat de Trump. Je trouve sur la question de la croyance, il y a un positionnement sur la question de la religion. Voilà, peut-être que le film n'aurait pas existé. Je ne dis pas que c'est un film Trumpiste, mais je trouve qu'on sent que quelque chose a changé aux États-Unis et que ça se traduit dans le cinéma de Spielberg. Adrien, vous vouliez parler des acteurs. Josh O'Connor, Emily Blunt, Colin Firth. Oui, mais Il y moi, a Eve Hewson aussi qui est intéressante, je trouve, comme actrice. Moi. C'est pas un reproche nouveau, mais là, je peux vraiment lui faire de manière très éclatante. C'est que j'ai toujours trouvé que Spielberg négligeait ses acteurs, et notamment ses acteurs adultes, et notamment ses actrices adultes femmes. Spielberg, il filme très bien les enfants. Un peu pour les raisons qu'on disait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a toujours assumé de remettre au devant, d'ailleurs, du cinéma américain dans les années 80, des visages juvéniles, pour qu'on recroie, en fait. Qu'on recroie que l'Amérique puisse être héroïque, puisse, au sortir des crises des années 70 et 60 de la contre-culture, remettre au devant de tout ça des visages juvéniles. Il est très bon pour ça. Le problème, c'est que là, il me choisit Josh O'Connor, qui est pour moi un acteur extrêmement talentueux, qui est pour moi un acteur très bon. Je l'avais adoré dans Challengers, par exemple. J'avais adoré dans son ambiguïté, quelque chose de très sensuel. J'aime Emily Blunt pré-op, comme on dirait aux États-Unis, c'est-à-dire avant ses opérations de chirurgie esthétique, qui là me saute aux yeux, mais à un niveau où je ne pensais pas que Muriel plongerait à pieds joints. J'allais employer tout un tas de détours pour en parler, mais non, il y a vraiment un gros problème. C'est qu'on a l'impression de voir Emily Blunt lutter avec ses yeux pour créer encore un peu d'intensité dans un masque qui ne bouge plus. Et je ne peux pas comprendre qu'un cinéaste aussi chevronné que Spielberg ne le voit pas, en fait. Je ne comprends pas. Tout le film repose sur cette espèce d'annonciation à il a pas Emily le choix, Blunt. de toute façon, toutes les actrices, elle a 43 ans, toutes les actrices de ne pas 40 ans choisir ont ce Emily Blunt. visage. Après, on ne peut pas, je pense qu'on essaye de rester élégant, mais c'est vrai que c'est un problème de cinéma. C'est ça, C'est un problème d'expressivité. Et moi, l'un de mes plaisirs de cinéma, c'est de voir des visages d'acteurs, de voir comment ils sont filmés par des grands cinéastes, en fait, qui sont des pygmalions avec leur muse. Et là, franchement, le visage d'acteur est déjà arrêté, la pause est déjà faite. Mais là où je rebondis sur ce que disait Muriel, c'est que je vois le moment du vieillissement vraiment que je sens le plus dans le film, le vieillissement de Spielberg et son regard de boomer, c'est vraiment cette espèce de fantasme, au-delà de l'ufologie ou de toutes ces réouvertures de dossiers autour du complot, c'est vraiment, il y a un fantasme très vieux qui est celui d'un vieux monsieur qui a réussi à rassembler tout le genre humain devant des films et vraiment transcender les communautés autour de ses passions d'enfance. Et d'ailleurs, tout le film tourne autour de ses passions d'enfance. Cette histoire d'Alien commence en 1946, qui est aussi sa date de naissance. Et on sait que Spielberg, c'est d'abord le gamin, évidemment du cinéma, mais aussi de la télévision. Il a énormément regardé la SF de son enfance. Il a énormément été bu, évidemment, par toute cette mythologie de Roswell. Et en fait, il revient à ça, il te dit, mais moi, j'ai été capable de transcender toutes ces divisions, cette espèce de climat extrêmement clivé aujourd'hui à l'ère de Trump. Et donc, je pense que le cinéma a encore ce pouvoir de rassembler, de fédérer tout le monde autour de fantasmes et de fascinations communes. Et là, le film est extrêmement naïf. Je le trouve très naïf, je le trouve très moralisateur, et je le trouve complètement à côté de la plaque. Un peu, c'est un triste constat, mais un peu comme l'est tout le monde du cinéma, je trouve, et notamment à Hollywood. Muriel Jourdet. Oui, puis en fait, il dit la même chose que ce que disait Pentagon Papers. C'est vrai que le film a quelque chose d'un peu je vieillis, je vais faire un cinéma d'intervention. Donc il y a un truc un peu sur la démocratie, enfin vraiment comme Les Hommes du Président et Pentagon Papers. Ouvrons les dossiers, vive la démocratie et tout ça. Ouais, là, il y a un truc aussi qui m'a gêné et qui arrive souvent dans le cinéma de Spielberg. Enfin, c'est les dérapages, les moments où vraiment il y a de la maladresse. C'était notamment le cas de la scène de la douche dans La Liste de Schindler. Moi, c'est le moment où il y a un pont qui est fait entre la libération des camps et la découverte des aliens. Et là, je me dis, ah ouais, non, là c'est vraiment pour moi, c'est un effet de signature. C'est-à-dire que Spielberg a un côté parfois pris dans un enthousiasme. Il fait des trucs qui, pour moi, me paraissent totalement... je dirais pas immoral, mais j'étais soufflée. Je dis, ah ouais, on est à ce degré-là et je pense qu'on y pense tous. À un moment, je me suis dit, est-ce que je délire? Mais on y pense tous, voilà. C'est évident. On y pense tous. Et je me suis dit, bon, c'est-à-dire que le film est un medley de tous ces films et en plus aussi un medley ajoute à cette liste la liste de Schindler. Et ça, je trouve que c'est un geste de cinéma que je trouve assez impardonnable et en même temps qui ressemble beaucoup à Spielberg. Adrien Desnouettes. Oui, mais ça va dans le sens de cette espèce de rembobinage très nostalgique où, alors que ces dernières années, j'avais l'impression d'avoir affaire à vraiment un grand maître
enfin, vraiment quelqu'un qui avait réussi à se libérer de tout un tas de choses qui le hantaient, mais qui en avait fait un autre cinéaste. J'ai vraiment l'impression d'assister à un rembobinage de tous ses grands succès, de ce qu'il était capable de faire, et notamment de ce truc qu'il racole pendant tout le film, qui est l'émotion. Et là, c'est là le moment qui est le plus indigne, en fait. C'est le moment où il va chercher jusqu'à la liste de Schindler dans sa propre œuvre pour nous dire, regardez ce que j'ai été capable de faire. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Je l'interprète pas trop autrement, mais en tout cas, il y a un côté, je suis l'homme de E.T., je suis l'homme de Rencontre du troisième type, je suis l'homme de la sidération et de Jurassic Park, mais je suis aussi l'homme de la liste de Schindler, et nous pouvons tous faire communauté autour de mes films, autour du grand feu de moi, le grand conteur, voilà, de la grotte de Lascaux du cinéma qui est devenu. Non, mais il y a vraiment un côté, suivez-moi, quoi, le joueur de flûte de Hamelin, et c'est extrêmement ridicule. C'est même pathétique à ce moment-là. Allez, on va garder le mot pathétique pour Spielberg. Wow. Disclosure Day de Steven Spielberg en salle aujourd'hui.